mercredi soir et je vous prends enfin pour commencer une nouvelle semaine de vlog. J'ai pas vu passer ces deux précédents jours et je suis assez fatiguée, à mi-chemin entre malade et fatiguée. Ce qui fait que voilà, je vous ai pas pris sur ces deux premiers jours. J'ai pourtant du coup pas mal lu puisque donc j'ai hyper bien avancé dans... Alors mon marque-page est tout à fait honteux. J'ai mon livre et j'ai mis un carnet au milieu en guise de marque-page alors que, tenez-vous bien, il est juste à côté. Mais bon, flemme quand tu nous tiens. Donc c'est le marque-page en plus de Léa, du compte donc Léa Book Addict. Donc j'ai commencé cette nouvelle lecture, je vous en parlais dans le vlog précédent, c'est La fille de l'air de Randy Fugelhog aux éditions Albin Michel et c'est un thriller. Nous allons suivre Agnès qui est journaliste. Qu'est-ce que tu fais, Lolo? Agnès qui est journaliste donc en Norvège et qui vient donc d'arriver à Voss, qui est sa ville natale, une petite bourgade, un petit village où tout le monde se connaît. Et donc elle est journaliste, Agnès, et elle va être appelée pour couvrir donc la semaine des sports extrêmes, qui est un festival annuel très important dans la commune de Voss. Voilà, donc là-dessus, c'est le début de ce pitch, sauf que donc pendant la semaine des sports extrêmes, une parachutiste se crache en pleine représentation et très vite, on comprend que son parachute a été saboté, ou en tout cas que c'était pas une chute naturelle et que voilà, quelqu'un a essayé de saboter son parachute. Et donc forcément, on va partir enquêter et Agnès va enquêter un peu de manière déguisée, déjà d'un en tant que journaliste et de deux parce que on est du coup dans un milieu scolaire qui était le sien quand elle était au lycée notamment, donc ça la ramène quelques années en arrière et voilà, elle va décider d'enquêter là-dessus. Bien sûr la police enquête aussi, mais du coup Agnès a un lien avec la police. Je vous laisserai le soin de le découvrir. Et pour l'instant, j'aime trop cette lecture. Vraiment, il y a énormément de suspense. Ça se dévore comme pas possible. La preuve, hier soir, j'ai pas du tout lu. J'ai dû lire 2 ou 3 pages et je suis tombée comme une masse. Et juste dimanche soir et lundi, j'ai avalé 260 pages sur 424. Ce qui fait donc qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je pense que je vais le terminer assez rapidement. Alors ce soir, je sais pas, mais j'aimerais bien. On va dire, vraiment, ça se lit trop bien. Je suis totalement plongée dans cette ambiance. Je connais les personnages. J'ai pas eu de mal à les identifier, étrangement. Alors que voilà, on est sur des noms... bon, je les ai pas ici, mais donc elle s'appelle Agnès Tvedt. C'est son nom de famille, Tveit. Et dedans, on a des Ingelborg, des noms vraiment à consonance nordique. Et j'avais peur de me perdre. Et en fait non, je trouve que les prénoms des personnages sont suffisamment différents pour être vraiment identifiables. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal quand sur des romans, je confonds tous les personnages. Ça a tendance à m'embrouiller et à m'énerver un petit peu aussi. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc franchement, trop contente. Je connais pas du tout en plus ce milieu, moi, du parachutisme ou qui plus est des sports extrêmes. Donc je découvre un petit peu aussi, même si c'est pas bien sûr le cœur de cette histoire. Mais voilà, vraiment, je passe un super agréable moment. Je vous en reparlerai du coup quand j'aurai eu le dénouement. Mais je suis trop contente. Ça, c'était donc pour ma lecture en cours. Je vais en commencer une autre. J'ai mis du coup mon sweat chouchou Agatha Christie. Je vais en commencer une autre que du coup je vais faire en lecture commune avec Estelle. Donc je ne vous présente plus Estelle, même si ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Et donc avec Estelle, nous allons lire ce mois-ci Meurtre sur la Madison de Keith McCafferty, donc aux éditions Gallmeister. Et nous suivons donc une shérif qui s'appelle Martha Ettinger. Et nous sommes dans la Madison, donc sur la Madison, pardon, l'une des plus belles rivières du Montana. Mais c'est un cadavre et non une truite que l'on vient d'y pêcher. Pour l'intrépide shérif Martha Ettinger, l'homicide est évident et la mouche plantée dans la lèvre boursouflée de la victime a tout d'une macabre signature. Non loin de la scène du crime, Martha tombe sur Sean Stranahan, peintre amateur, pêcheur invétéré et ex-détective privé, lui-même lancé sur une affaire de disparition.
Ensemble, Martha et Sean vont remonter une piste glissante qui débouchera sur les zones d'ombre du big business du Montana, la pêche à la mouche. Au-delà déjà de cette couverture que je trouve tellement belle, c'est donc le premier d'une saga, de la saga Martha et Ginger. Je crois qu'il y en a 4, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, au moins 3 qui sont sortis donc chez Gallmeister dans la collection Totem, qui du coup est la collection un peu poche. Et voilà, donc j'avais hyper hâte de découvrir cette saga qui est dans ma palle depuis un moment. Et donc avec Estelle, on s'est dit que c'était l'occasion. Et donc on va lire ce tome-là ce mois-ci. Et puis on verra si ça nous plaît. Ce que j'espère pas mal. Donc ça, c'était pour mes 2 lectures en cours. Et ensuite, j'ai reçu du coup un colis qui me vient donc des éditions Charleston. C'est un colis que je pense vous avez dû voir passer à peu près partout et j'arrive avec 18 jours de retard à peu près puisqu'en fait tout bonnement le colis s'est perdu et donc voilà, Emeline de chez Charleston me l'a gentiment renvoyé parce que toutes les copines l'avaient reçu et pas moi, donc un peu deg. Du coup je sais parfaitement ce qu'il y a dans ce colis mais je ne l'avais pas. Donc c'est un colis, en fait il y avait 2 colis en un et du coup j'ai tout fusionné dans une enveloppe parce que c'était plus simple. Donc le premier colis, c'est le colis de vœux que l'on a reçu à l'occasion de la nouvelle année. Et donc dedans, il y avait un tote bag. Un tote bag donc de Charleston avec écrit « Ne pas déranger, je lis un Charleston » qui est hyper joli, hyper printanier avec ses petites fleurs et puis voilà, puis on n'a jamais assez de tote bag de toute façon. Ensuite, forcément avec donc... Hop. Alors ça je garde pour après. On avait du coup une petite carte de vœux personnalisée avec un chocolat. Voilà, donc là il y a la carte perso qui est écrite et ici donc un petit chocolat. Je trouve que l'attention est trop mignonne. Alors je crois qu'il est en train de se barrer aussi le chocolat. Mais voilà, donc trop joli, trop cool. Et on a le carnet donc de Morgane Hortin. Morgane Hortin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'instigatrice du compte Amour Solitaire sur Instagram qui en fait publie des sortes de déclarations d'amour par texto qu'elle donc met en avant sur un compte Instagram. Ça fait quelques années que ça existe et ça a pris une dimension assez incroyable puisqu'elle est énormément suivie. Et elle a décidé d'en faire un livre, d'en faire même 2 livres, voilà, qui sont sortis il y a quelques années. Et là, forcément, du coup, elle a collaboré donc avec Le Papier fait de la Résistance, qui appartient au même groupe que Charleston, les éditions Le Duc, etc., pour sortir un carnet qui s'appelle donc « Toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour » ou peut-être le sont-elles. Donc, voici le carnet en question, qui est trop beau. C'est doré à chaud dessus, vraiment trop beau. Et du coup, alors j'ai juste regardé un peu sur internet parce que j'étais hyper pressée de le recevoir, mais je n'ai pas du tout regardé comment c'était dedans. Donc, bon, du coup, vous avez un avant-propos et en fait, on va vous proposer d'écrire. Alors, on va vous expliquer déjà ce que c'est que l'art épistolaire et vous donner des conseils d'écriture. Et en fait, vous avez ensuite à l'intérieur 46 lettres à rédiger. La première, par exemple, c'est « Lettre à mon père ». 3 minutes. Il s'agit ici d'écrire à votre père ou si vous n'en avez pas, à celui que vous considérez comme tel. Si celui-ci n'est plus de ce monde, vous pouvez écrire à son souvenir. Si vous n'arrivez à identifier aucune figure paternelle, vous pouvez aussi écrire sur cette absence. Qu'est-ce que cela fait de grandir sans père? Comment se construit-on? Quel modèle allons-nous chercher? Le but de ce carnet n'est pas seulement d'écrire des choses positives. Si lorsque vous pensez à un destinataire, vous ressentez de la colère par exemple, des rancœurs ou du chagrin, n'hésitez pas à les exprimer. Voilà, c'est pour vous donner un exemple, mais on a donc lettre à mon père, lettre à ma mère, lettre à mon ex, lettre à mon amour ou à mon crush, lettre à une personne envers qui je suis reconnaissante, lettre à mon premier amour, lettre à un ou une professeur, lettre au mois d'il y a 10 ans. Bref, je vous laisse du suspense, mais je trouve que cette idée est pas mal. Alors, je pense que ça doit dépendre des personnes.
Mais moi, je trouve que cette idée, elle est très intéressante parce que je fais partie de ces gens, on va pas faire de la psycho, c'est pas l'objectif, mais je fais partie de ces gens qui estiment que on se sent tout de suite soulagé pour tout quand on en parle. Et quand on en parle, ça peut être se parler à soi-même, en parler à quelqu'un, tout simplement parler des choses à haute voix, ou ça peut aussi passer par l'écriture. Et pour moi, voilà, le fait de libérer ses idées, que ce soit par la parole ou par l'écriture, je pense que ça peut qu'aider à aller mieux. Et donc, je trouve que ce carnet peut être une super bonne idée, même quand on n'a pas de problème particulier, tout simplement, voilà, peut-être pour régler certains comptes aussi, pour dire ce qu'on n'a pas toujours osé dire, et voilà, et on prend ensuite la décision ou non de déchirer cette lettre du carnet et de l'envoyer au destinataire. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Donc vraiment un grand merci aux éditions Charleston. Et ce n'est pas fini, puisque donc nous avons reçu un autre colis. Et donc l'autre colis que j'ai reçu, c'est un roman qui a été un coup de cœur pour moi chez Charleston. C'est Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris. Donc j'enlève encore une fois ça, qui est un bon gros bébé. Je vous montre la couverture. Nous, quand on l'a lu, il s'appelait encore Trois Sœurs. Et entre-temps, il a été renommé. Donc, Heather Morris, c'est l'auteur qui a écrit Le Voyage de Silka et Le Tatoueur d'Auschwitz. Et elle revient ici donc avec l'histoire de trois sœurs qui ont réellement existé et qui s'appellent Magda, Livia et Sibylle Meller. Je crois que c'est leur vrai nom de famille. Je me souviens plus. C'est écrit à la fin. Toujours est-il. Hop. Ah ben non. Ah si. Donc à la fin, alors je vous le dis pour peut-être que votre œil ne soit pas attiré par ça, mais à la fin, vous avez pas mal de photos qui retracent en fait la vraie vie des sœurs dont il est question dans ce roman. Je vous conseille vraiment de les regarder à la fin pour tout comprendre et éventuellement comprendre pourquoi telle photo est placée ici, mais surtout de ne pas regarder ces photos avant de le lire. Moi, voilà, vous risquez d'être spoilé sur pas mal de choses, donc là-dessus, je vous conseille donc de regarder les photos une fois que vous avez lu le roman. Mais avant ça, donc je vous ai absolument pas parlé du résumé. Trois sœurs, enfin en tout cas les sœurs d'Auschwitz, c'est l'histoire donc de trois sœurs qui ont fait un pacte, ont fait une promesse à leur père un jour. La promesse qu'elles seraient toujours là les unes pour les autres et qu'elles se protégeraient mutuellement. Et forcément, le temps passe, elles finissent par grandir chacune de leur côté et puis forcément la guerre va arriver et la guerre va les arracher les unes aux autres. Et elles vont être emmenées à Auschwitz, donc Livia et Sibylle dans un premier temps. Et donc elles vont être séparées de Magda, merci Gus Gus, elles vont être séparées de Magda qui va finalement les rejoindre, sinon ça s'appellerait pas les sœurs d'Auschwitz. Mais voilà, on suit donc l'évolution de ces trois sœurs. Je coupe le son, ce sera peut-être plus simple. On va suivre donc l'évolution de ces trois sœurs avec les nombreuses années qu'elles ont passées enfermées. C'est un récit donc qui est difficile, qui est très dur, qui est poignant, mais on assiste vraiment à un lien qui est incroyable entre ces trois sœurs et qui va leur permettre de tenir en fait, qui leur permet de continuer à vivre et de continuer à espérer et voilà, vraiment j'ai pas de mots, mais lisez-le, il est incroyable. J'ai jamais lu moi de roman de cet auteur, j'ai jamais lu donc Le Tatoueur d'Auschwitz, j'ai jamais lu Le Voyage de Silka, mais il en est vaguement question. En fait on comprend qu'il y a un lien, on comprend que forcément ils ont été dans le même camp à la même période et donc on peut mentionner un personnage, mais vous n'avez pas du tout besoin d'avoir lu l'un ou l'autre pour tout comprendre. Il peut se lire totalement indépendamment et voilà, vraiment c'est un coup de cœur incroyable. Il sort le... Je suis une cata parce que du coup j'ai pas la date. Je crois que c'est le 15 février, mais si jamais c'est pas ça, je vous le remettrai ici. Vraiment gardez ce roman en tête et c'est d'autant plus fascinant quand on comprend à la fin ce qui s'est réellement passé et comment ça s'est passé en vrai finalement, parce que c'est inspiré de faits réels.
Et voilà, cette histoire, elle est incroyable, elle est dingue. Et franchement, je vous la recommande. Mais voilà quoi. Vraiment, c'est un coup de cœur incroyable. C'est l'une de mes plus belles lectures de chez Charleston pour l'instant. Donc, trop contente de vous en parler. Et franchement, c'est un gros bébé, mais il se lit tellement vite. Il est tellement... alors, c'est pas du tout agréable, mais il est tellement prenant qu'on a tellement envie de savoir la suite qu'en fait, il se dévore tout simplement. Voilà, bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui parce que c'est quand même pas mal. Et puis, je vous dis à demain. Jeudi matin, c'est hyper rare que je vous prenne le matin et qu'on ait encore de la luminosité, mais voilà, je pense que ça va illuminer un petit peu ces vlogs qui, c'est vrai, depuis quelques temps sont assez sombres, mais voilà, aujourd'hui j'ai la possibilité de vous prendre le matin, donc c'est plutôt cool. Pour faire un point lecture, donc j'ai terminé La fille de l'air de Randy Fugelhog, je ne sais toujours pas comment on prononce ce nom, qui donc est sorti aux éditions Albin Michel, et franchement j'ai adoré cette lecture. Vraiment, je vous en ai parlé dans le précédent vlog, en fin de vlog. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai lu en 3-4 jours. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un thriller aussi rapidement. Et franchement, j'ai trop aimé. Donc pour vous parler du résumé, je vous en ai déjà parlé, donc on va pas revenir dans le détail. Mais j'ai trouvé cette histoire très bien ficelée, cette enquête aussi, puisque même si c'est pas la police qui enquête, que c'est Agnès, donc la journaliste, on est quand même sur une enquête, et donc j'ai adoré cette enquête, je l'ai trouvée bien ficelée, bien amenée, et avec pas mal de rebondissements et de pistes, pas de fausses pistes, mais en fait on explore pas mal de choses, et à la fois on laisse planer un mystère à chaque fois, et donc forcément on a toujours envie d'en savoir plus, et c'est ce que j'adore dans ce type de roman. Et surtout, on a une atmosphère qui est assez intriguante. Donc, on est en Norvège, dans un petit village, avec tout ce que ça implique, notamment donc les craintes d'Agnès qui a quitté Oslo pour venir donc se réinstaller à Voss, qui est son village natal. Et ça me fait un peu penser, alors entre gros guillemets, mais ça me fait un peu penser dans le style à Ragnar Jonasson et ce qu'il peut évoquer dans certains de ses romans, parce que voilà, on a le contraste entre la grande ville qui est la capitale, donc que ce soit en Islande avec Reykjavik ou Oslo ici, et forcément les petits patelins où dans ces petits patelins on a deux options, soit on ne l'a jamais quitté et on y a fait toute sa vie, soit on est parti à la grande ville et on décide d'y revenir avec voilà, pas mal de changements aussi. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, et surtout j'ai pas mal apprécié le personnage d'Agnès. Je vous en dis pas plus, mais Agnès, elle n'est pas seulement journaliste. Agnès, c'est une femme qui a des craintes, qui a des doutes, qui a une vie personnelle assez tourmentée au moment où on la suit. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne traite pas uniquement de l'enquête, mais qu'on approfondisse un petit peu le côté perso du personnage principal, qui est donc Agnès Tvedt. Et voilà, vraiment, j'ai adoré cette lecture, je vous la recommande. C'est prenant, c'est intriguant, on est à la fois dans les sphères du parachutisme et du sport extrême, à la fois on touche un petit peu à des histoires de lycée, donc qui remontent à 20 ans auparavant, avec des non-dits à l'époque, des choses qu'on a cherché à étouffer parce que il fallait pas que ça sorte, il fallait pas que ça se sache. Et voilà, il y a pas mal de mystères, et moi j'adore ce genre de roman qui combine tous ces points-là. Donc vraiment une trop bonne lecture, et voilà, il vient de sortir chez Albin Michel, donc si jamais le sujet vous tente, franchement trop heureuse d'avoir découvert ce roman. J'ai donc commencé une nouvelle lecture. J'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai lu 13 pages, voilà. Non, 13 pages c'était le prologue, parce que j'ai lu 17 pages. Ouais, on n'est pas bien avancé. Donc j'ai démarré Meurtre sur la Madison de Keith McCafferty, que je lis donc en lecture commune avec Estelle.
Et nous suivons donc Martha, je vous en ai parlé également, c'est fou, j'ai l'impression de radoter à chaque fois. Pour l'instant, donc forcément, après 17 pages, il s'est pas passé grand chose, j'ai uniquement lu le prologue, mais je pense que je vais bien aimer, je pense que cette atmosphère un peu immergée... alors immergé, le mot est du coup est pas très bien choisi, mais cette atmosphère nous plonge dans le milieu de la pêche, dans le Madison, donc dans un état assez rural. Et pour l'instant j'aime bien. Déjà les 4 premières pages que j'ai pu lire, j'aime bien. Donc voilà, je vous en parlerai, c'est pareil, j'ai pas du tout avancé pour vous en parler, mais assez contente. Et en plus de ça, j'ai eu vraiment que de bons retours sur cet auteur et cette saga, donc j'ai d'autant plus hâte de me plonger dedans. J'ai reçu 2 colis que j'avais reçus hier, que je n'ai toujours pas ouvert et je n'avais pas fait attention, mais les 2 colis me viennent du Cherche Midi. Je savais que je devais en recevoir un, du coup j'ai un petit doute. On va ouvrir ça ensemble, donc voilà les 2 colis. Et ah oui, d'accord. Donc le premier, je suis trop contente parce que je ne savais pas du tout que j'allais le recevoir. Le premier, c'est Meurtre et Cupcake au caramel, qui est donc le 5e tome des enquêtes d'Anna Swenson. Donc Anna Swenson, c'est une pâtissière, c'est un cozy murder. Et donc Anna est pâtissière, ça se passe aux États-Unis à Eden Lake, Lake Eden, pardon. Et donc Anna, en fait, elle est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Je pense que je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais pour les personnes qui ne connaissent pas cette saga, je suis bien obligée d'en remettre une petite couche. Donc Anna Swenson est pâtissière, elle tient sa propre boutique de cookies donc, et de gâteaux en tout genre qui s'appelle le Cookie Jar. Et Anna, depuis le premier tome, elle a toujours le chic pour être au mauvais moment, au mauvais endroit. Et donc c'est toujours elle qui trouve des cadavres. Voilà. Et donc forcément, Anna, elle est très curieuse, elle a un beau-frère qui est policier et elle a tendance à mettre son nez un petit peu partout et pour du coup faire toute la lumière sur ces meurtres auxquels elle assiste, entre guillemets, ou en tout cas pour lesquels elle trouve des cadavres. On a une atmosphère à chaque fois qui est géniale, qui est hyper gourmande, il y a des recettes et voilà, c'est toujours un bonheur. Donc je suis trop contente de recevoir ce 5e tome. J'ai lu pour l'instant les 3 premiers, le 4e, je devais le lire en début d'année et finalement avec le déménagement, j'ai totalement abandonné cette idée. Je pense du coup le lire prochainement parce que celui-ci me fait trop envie. J'ai pas du tout envie de vous parler de la 4e de couve parce que je pense qu'on va être spoilé potentiellement de pas mal de choses. Mais non, j'ai essayé de trouver une indication pour savoir si ça se passait pendant une période précise. Je sais que le tome 4, visiblement, je crois, se déroule en pleine période de canicule. Donc je vous avoue que j'étais déjà pas très emballée à l'idée de le lire en plein mois de janvier parce que la canicule, c'est pas franchement la caractéristique de cette période-là de l'année. Mais voilà, je pense que je vais quand même essayer de le lire sur mars. Sur février, ça risque d'être compliqué parce que j'ai déjà plus ou moins établi mon programme, mais sur mars potentiellement. Et comme ça, je pourrais enchaîner avec celui-ci. Parce qu'en plus, ça se lit très bien. Et la preuve, j'ai prêté du coup le premier tome à ma maman, qui est donc la seule personne à qui je prête mes livres. Et elle aime beaucoup et voilà, elle le dévore. Donc maman, si tu passes par là, eh ben, j'ai reçu le 5e tome. Et quand tu auras tout lu, je pourrais te le prêter aussi. Donc ça c'était le premier, un immense merci du coup à Benoît du Cherche Midi parce qu'en plus ses couvertures sont tellement canon à chaque fois. Voilà, et enfin le deuxième, et celui-ci normalement je sais ce que c'est et je suis trop contente. Hop, j'ai tout déchiré. Et donc le deuxième c'est... attends, j'ai l'enveloppe qui s'est collée à mon doigt. C'est America de Ludovic Manchette et Christian Niemek qui sont les auteurs, donc c'est des épreuves non corrigées. Et ces 2 auteurs, donc Ludovic Manchette et Christian Niemek, ce sont ceux qui ont écrit Alabama 1963, qui est sorti l'année dernière et que j'avais vraiment adoré, dans lequel on suit 2 protagonistes, donc une femme noire et un homme blanc à tendance vraiment raciste, qui vont devoir enquêter ensemble sur... la disparition de plusieurs fillettes noires
et qui vont devoir apprendre à cohabiter entre guillemets ou à collaborer et voilà. Et on a une atmosphère, moi j'adore les romans qui se passent aux États-Unis déjà pour commencer et j'ai vraiment un enfin une grosse passion pour les romans qui se passent dans les années entre les années 50 et les années 80 aux États-Unis. Donc voilà, trop contente. J'avais adoré cette première lecture et donc là c'est le nouveau roman qui sort le 10 mars, si je vous dis pas de bêtises, c'est soit le 10 soit le 12, mais je crois que c'est le 10 et c'est écrit dessus, c'est le 10 mars. Et donc, nous sommes à Philadelphie en juillet 73. Voilà un an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande sœur partie tenter sa chance au manoir Playboy à Los Angeles. Inquiète, la jeune adolescente décide de la rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les États-Unis seule. Dans une Amérique de la contre-culture secouée par le scandale du Watergate et traumatisée par la guerre du Vietnam, elle croisera la route d'individus singuliers, vétérans, couples en cavale, hippies de la dernière heure, un Bruce Springsteen encore débutant mais aussi une certaine Lorraine, autrefois serveuse à Birmingham en Alabama. Dans ce deuxième roman, les auteurs d'Alabama 1963 convoquent sur la route l'attrape-cœur, le magicien d'Oz ou encore Alice au pays des merveilles pour un road trip initiatique sensible et original, une ode à l'amitié et à la liberté. Et vous imaginez pas à quel point j'ai hâte de le lire. En plus, il a vraiment pas l'air... Oh, j'avais pas vu. J'ai un petit mot de Benoît. Merci Benoît. Ça me fera donc en plus un marque-page. En plus, voilà, typiquement j'ouvre une page. Il y a énormément de dialogues. Donc en fait, c'est le genre de roman qui se dévore. Et j'adore cette couverture. J'aime tout. Donc je suis trop contente. Grand merci au Cherche Midi pour votre confiance à chaque fois. Et j'ai trop hâte de le lire. Je pense que vraiment je vais l'intercaler. C'était pas du tout prévu que je le lise aussi rapidement parce que je savais pas que j'allais le recevoir aussi rapidement. Mais maintenant que je l'ai entre les mains, j'ai trop envie de le lire pour vous en parler le jour de sa sortie. Donc voilà, restez connectés parce qu'à mon avis je vous en reparlerai très rapidement. Donc un super colis qui me vient du Cherche Midi, donc merci Cherche Midi et que de belles lectures en perspective. C'est tout pour moi du coup pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal et on se dit à plus tard. On est vendredi soir, je vous prends, j'ai même pas l'heure, je crois qu'il est 20h, 20h30. J'étais en train de regarder donc le nouveau carnet de bord d'Estelle et ça m'a fait tilter que je ne vous avais pas pris de la journée. La journée a été assez chargée mais du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. La première c'est que ce matin j'ai vu donc Flo du compte Flo & Books, je pense que je vous aurais mis du coup les séquences juste avant et forcément on est allé faire une petite virée en librairie et Flo est toujours de très bons conseils mais pas selon mon banquier puisque donc j'ai craqué pour 2 romans, je limite un petit peu la casse parce que c'est 2 petits romans que je compte bien lire très vite. Alors sur février, peut-être pas parce que du coup mon planning est déjà un peu établi, mais en tout cas sur les prochains mois, très rapidement. Et si vous connaissez Florence, si vous connaissez ses goûts et notamment... les goûts qu'elle peut avoir avec Estelle et les lectures communes qu'elles organisent toutes les deux. Vous avez sûrement dû remarquer qu'elles lisent beaucoup de Stefan Zweig et notamment je crois que Florence l'a fait découvrir à Estelle et forcément ça n'a pas loupé avec moi. Alors si vous regardez ses vlogs pareil régulièrement, vous avez dû remarquer que je lis peu voire pas du tout.
je lis pas du tout de classique. J'en ai un peu été traumatisée en bac littéraire et c'est vrai que depuis c'est pas du tout le style vers lequel j'ai envie de me tourner, mais j'ai décidé de faire une exception avec un Stefan Zweig parce que selon Florence ça se lit très bien et c'est très accessible. Et surtout c'est court, donc en fait c'est pas comme si je commençais la lecture de classique avec L'Assommoir ou même Au bonheur de dame qui fait je crois 600 pages et pour le coup je suis pas du tout sûre que ça me plaise. Je connais voilà pas Zola etc. Les seuls classiques que j'ai pu lire et dont je me souviens c'est certains Maupassant. Et voilà, donc Flo m'a conseillé de débuter Zweig par Lettre d'une inconnue. Et c'est donc celui-ci que j'ai acheté donc en édition folio comme ça. Il est tout petit. Il fait... il fait 118 pages. Sauf que sur les 118 pages, il y a, je crois, une grande préface. Ce qui fait qu'on commence à la page 20. Et en fait, voilà, on a une énorme bibliographie. Donc concrètement, ça fait 80 pages. Donc ça se lit en 1 heure. Je caricature un petit peu. Mais voilà, ça m'intriguait beaucoup. Je sais absolument pas de quoi ça parle, donc je vais découvrir le résumé avec vous. Je sais juste que ça parle d'amour concrètement et que Florence m'a dit que voilà, ce livre était incroyable et qu'il fallait absolument que je le découvre. Donc je vous lis la 4e de couve. Une jeune femme dans une situation tragique écrit à l'homme qu'elle a aimé passionnément depuis l'enfance pour lui rappeler son histoire. De leurs 3 nuits d'amour est né un enfant qu'elle a élevé seule. Elle cherche à renouer le fil de leur relation, mais son ancien amant est un brillant séducteur, un écrivain qui jouit égoïstement des plaisirs de la vie. Pour lui, elle n'est qu'une femme parmi d'autres. Pour elle, il est tout. Peut-il se souvenir d'elle? Dans cette poignante nouvelle publiée en 1922, Zweig analyse les psychologies féminines et masculines avec une acuité rare. Entre amour et oubli, plaisir physique et profondeur spirituelle, cette histoire d'obsession amoureuse cruelle et crue est d'une stupéfiante modernité. Voilà, donc je vous en parlerai quand je le découvrirai, mais franchement j'ai très envie de le lire rapidement. Et l'autre, donc que m'a conseillé Florence, on parlait justement de littérature japonaise et donc je lui disais que je n'en avais jamais découvert. À Noël, je vous en ai parlé quand j'ai fait le fameux book haul de Noël, mais j'ai reçu donc la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito et c'est à peu près le seul que j'ai, je ne l'ai pas encore lu et donc en discutant, Florence m'a conseillé celui-ci qui est donc La fille de la supérette de Sayaka Murata. Et visiblement dans celui-ci on retrouve un petit peu tous les mœurs de la société japonaise avec les différentes contraintes, le côté assez traditionnel. Et on suit donc Keiko qui a 36 ans, qui est célibataire et qui travaille comme vendeuse dans un combini, ces supérettes japonaises ouvertes 24 heures sur 24. Elle n'envisage pas de quitter ce petit univers rassurant aux grandes dames de son entourage qui désespèrent de la voir un jour fonder une famille. Son existence bascule à l'arrivée d'un nouvel employé, Shiraha, lui aussi célibataire. Éloge des anticonformistes, la fille de la supérette a connu un succès retentissant au Japon où il a reçu le prix Akutagawa, équivalent du prix Goncourt. Et visiblement, voilà, d'après Flo, dans ce roman qui est très court lui aussi, il fait 140 pages. On retrouve vraiment la société japonaise comme on peut la connaître un petit peu, même de loin, en France et en Europe, avec son côté très traditionnel où voilà, il faut être marié avant tel âge et il faut respecter ses contraintes, ses conventions et voilà. Donc j'ai très hâte de le découvrir parce que il me tente beaucoup et surtout ce qui a achevé de me convaincre, c'est la description, en tout cas l'avis de la librairie de la main qui dit un sushi littéraire surprenant au début, froid en apparence et très vite addictif. Voilà, en grande fan de sushi que je suis, j'ai totalement adhéré à cette critique et donc ça m'a donné très envie. Donc 2 petits folios acheté ce matin grâce ou à cause de Flo et je vous en parlerai très rapidement. Alors il y en a un qui est un peu il est en train de se déchiqueter et surtout donc j'ai reçu un colis qui me vient donc des éditions Michel Lafon et c'est une nouvelle sortie. C'est les poupées de Alexis Leipzger, je sais pas très bien comment on prononce. Donc c'est un polar. Il sort, alors je crois pas qu'il y ait sa date de sortie.
Donc Alexis Leibsker, c'est un... Oh, il est dédicacé. Pour Sophie, j'espère que les poupées vous empêcheront de dormir. Ah bah super. C'est génial. Donc c'est un polar qui sort, ou oui je crois qu'il va sortir, donc aux éditions Michel Lafon. Alexis Leibsker, c'est un journaliste spécialisé dans les émissions consacrées au poker et il a fait une entrée fracassante dans le polar avec votre esprit, à l'intrigue aussi machiavélique que redoutable, pour lequel il a obtenu le prix Pocket Nouvelle Voix du Polar. En 2021, il confirme tout son talent avec le glaçant Le Mangeur d'âme, qui laisse le lecteur haletant et accro à sa plume. Donc je ne connais pas du tout cet auteur, mais le résumé me tentait bien. Cette couverture, je la trouve assez mystérieuse aussi. Et jusqu'ici, j'ai toujours été agréablement surprise par les polars et thrillers qui m'ont été envoyés par Michel Lafon, donc c'était l'occasion. Donc je vous parle du résumé qui n'en est absolument pas un, puisqu'il y a 6 phrases concrètement. Donc entre guillemets, ils diront que je suis fou, que je tue pour jouer. Vous seul connaîtrez mon secret, mais êtes-vous prêts? Jouez avec moi. Une voyante en crise, un flic bourru comme on n'en fait plus, une jeune psy à qui on ne la fait pas, une série de meurtres à la mise en scène macabre, une course contre la montre terrifiante. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Il me fait très 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 envie, je pense que je le lirai en mars, je crois que c'est le moment où il sort et je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà, il me fait très 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 envie. Donc 3 livres de plus à ma palle. Et puis voilà, on est sur un bon rythme quand même en ce moment. Pour vous parler de ma lecture en cours, j'ai pas énormément avancé, j'en suis chapitre 13. Je lis donc Meurtre sur la Madison de Kiss McCafferty en lecture commune avec Estelle. Et pour l'instant j'aime beaucoup, il y a pas mal de descriptions et en fait on touche du coup à l'univers de la pêche à la mouche, mais qui est décrite d'une manière assez drôle, assez originale. Et donc en fait je me projette totalement dans cet univers. Je visualise parfaitement les décors et pour le coup les couleurs qu'on a sur cette couverture, c'est exactement comme ça que je les imagine. Donc voilà, je vous en reparlerai vraiment plus quand j'aurai avancé, parce que pour l'instant c'est encore que le début. Mais je compte bien aller lire. Donc là on est vendredi soir et justement je vais m'arrêter ici pour aller passer ma soirée tranquille avec mon livre, me poser et puis essayer d'avancer sur cette lecture et vous en reparler un peu mieux demain. Hello, on est dimanche et on se retrouve aujourd'hui pour clôturer cette semaine de vlog avec un suite de circonstances, puisque donc c'est le pull de chez Muse dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Pour faire un update lecture, donc je suis toujours dans ma lecture de Meurtre sur la Madison que j'ai bientôt fini. Il me reste 100 pages, je pense le terminer aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il est 15h05, voilà. Donc je vais clôturer ce vlog et partir le dévorer sur l'après-midi. En plus il fait pas très beau aujourd'hui, donc c'est clairement pas un temps pour sortir prendre l'air. Pour vous parler du coup de cette lecture, j'aime beaucoup, c'est très surprenant. On est vraiment plongé dans l'univers de la pêche, on ressent toute l'ambiance de la Madison, qui est donc la rivière dans laquelle on a retrouvé un corps, un cadavre. Et donc on va suivre Martha Ettinger qui va enquêter sur justement ce meurtre. Mais Martha ne va pas enquêter seule, puisque donc elle va être accompagnée d'une autre personne qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure de ce roman. Et c'est un duo qui est assez sympathique dans la mesure où c'est pas vraiment un duo, enfin ils sont pas vraiment enquêteurs tous les deux, mais pour autant voilà, ils vont avoir besoin l'un de l'autre. Et c'est ça qui est assez sympa. On a pas mal de détails assez pointus sur la pêche, notamment la pêche à la mouche, puisque donc c'est de ça dont il est question dans ce roman. Et du coup c'est assez immersif finalement, parce qu'au début on est un petit peu perdu dans tous ces détails un peu pointus sur les mouches qu'il faut utiliser, les cannes. Il y a différents comment dire, accessoires de pêche qui sont décrits avec des termes que l'on connaît pas toujours quand on est novice comme moi. Et finalement en fait plus on avance et plus c'est fluide. C'est la crise de folie de Gus. Plus on avance, plus c'est fluide, plus on comprend. Et puis franchement voilà, j'ai fait moi pour ma petite
ma petite curiosité personnelle, j'ai fait quelques recherches sur Google histoire de voir à quoi ressemblait telle ou telle chose. Et voilà. Mais du coup, c'est totalement immersif parce que on est plongé au cœur donc de cette vallée pour enquêter sur un meurtre avec tout ce que ça implique. On est vraiment dans la ruralité américaine. Et voilà, j'adore cette ambiance. On a pas mal de rebondissements. Alors au tout début, donc le livre fait un petit peu moins de 400 pages. Au tout début, c'est vrai que sur les 100 premières pages, on se demande un peu, enfin en tout cas moi je me suis demandé où l'auteur voulait en venir. Parce que voilà, on va suivre plusieurs personnages et on a du mal à comprendre le lien, mais finalement ça va quand même assez vite arriver. Et au moment où ça arrive, il y a pas mal de rebondissements et donc concrètement on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc pour l'instant c'est une lecture hyper intéressante. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime beaucoup ma lecture et voilà. Donc je vais partir la terminer et puis je vous en parlerai probablement assez rapidement dans le prochain vlog pour vous faire un update une fois terminé. Donc ma lecture en cours. Et hier on était samedi, je ne vous ai pas pris, mais j'ai fait un tour en librairie qui n'était absolument pas prévu. Et j'ai craqué pour 2 livres, 2 romans donc, qui viennent de sortir en poche et que j'attendais avec impatience. Alors, impatience oui et non parce que j'ai pas prévu de les lire tout de suite. Mais en tout cas, je me les étais notés. Je crois qu'ils sont sortis le 4 février. Donc hier on était le 5 et c'était l'occasion. Donc le premier c'est La dernière tempête de Ragnar Jonasson qui n'est autre que donc le tome 3. C'est la suite de La Dame de Reykjavik. En fait le premier tome c'est La Dame de Reykjavik. Le second c'est L'île au secret il me semble. Et le troisième c'est celui-ci La dernière tempête. Sur le premier tome, on va suivre la dernière enquête d'Hulda, qui est donc une inspectrice qui s'apprête à partir à la retraite en Islande. Et sur le second tome, nous allons suivre le milieu de carrière en soi d'Hulda. Et visiblement, sur celui-ci, nous allons suivre la première enquête d'Hulda. Je ne sais pas si... Je crois que c'est ça. Et donc en fait on est sur une chronologie inversée puisque donc le premier tome marque la fin de l'histoire et le dernier marque le commencement de sa carrière. Donc j'ai hyper hâte de le découvrir. Avant ça il faudrait que je lise donc le second tome puisque jusqu'ici je n'ai découvert que La Dame de Reykjavik et j'avais beaucoup aimé même si c'est très surprenant. Et donc forcément voilà, ma collection il fallait qu'elle soit complète donc j'ai choisi ce tome 3 et j'ai pris un autre roman qui vient de sortir également en poche aux éditions donc Archipoche. Il était sorti chez Archipel. C'est un roman que vous aviez été très nombreuses à me conseiller et à l'époque il était qu'en grand format, qu'en broché et donc je m'étais dit que j'attendrais une éventuelle sortie poche et donc hier c'était pas prévu mais je suis tombée dessus. J'ai craqué donc pour Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'avais dû lire le résumé il y a quelques temps quand il était sorti en brochet et qu'on me l'avait conseillé. Ça avait suffi à me convaincre. Et donc forcément, je l'ai vu. J'ai craqué mais je n'ai pas lu le résumé donc on va le découvrir ensemble. Donc 5 frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille, la Casa Belasco, une vaste bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence. Leur père, un vigneron taiseux, vient de mourir. Il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants, et ce qu'il leur révèle les sidère. Leur mère ne se serait pas suicidée, comme l'avaient affirmé les médecins 6 mois plus tôt. Elle aurait été assassinée. Au cours de la nuit, non-dits, jalousie et rancœur accumulées au fil des années vont se déverser. Quant à la maison, coupée du monde extérieur, elle semble douée de sa propre volonté. Et bon, c'est bon, je sais pourquoi il me faisait envie à ce moment-là, et c'est toujours le cas. J'adore ce genre d'histoire de famille avec des non-dits, qui plus est là une sorte de huis clos. On est dans un domaine viticole et je m'imagine totalement cette atmosphère de viticulteurs, d'agriculteurs qui effectivement sont un peu taiseux, qui n'expriment pas vraiment leurs sentiments et forcément ça amène toujours des choses derrière. Et là voilà, c'est ces frères et sœurs qui vont à mon avis essayer de comprendre ce qui s'est passé, même si derrière il y a de la rancœur, même si il a dû se passer des choses entre eux. C'est le genre de roman que je peux adorer, donc voilà, trop contente. J'ai trop envie de le lire du coup maintenant. Mais il y en a d'autres qui vont devoir passer avant. Et voilà, j'ai vu que de bons retours en plus, puisque je crois que du coup les lectrices sont en... Gus a encore failli me faire tomber la télé.
Les lectrices qui sont donc en partenariat avec Archipel, je crois, l'ont lu dans le cadre de sa sortie poche et j'en ai vu que de bons retours. Donc voilà, je vous en parlerai à l'occasion. Donc c'était mes deux achats d'hier, ce qui fait que c'est une semaine assez riche quand même en achats et avec donc les deux que j'avais achetés influencés par Florence. Et puis voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous mets comme d'habitude du coup toute la liste des romans dont je parle dans ce vlog. Je vous la mets donc en description de la vidéo. Vous pouvez la retrouver si jamais vous avez loupé un titre ou que vous l'avez pas vu et que voilà. Ça vous permettra d'aller voir de quoi je parle. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Ça fait plaisir de vous faire enfin un long vlog, en tout cas un vlog un petit peu plus long que les derniers. Et je prends toujours autant de plaisir à le faire. Et puis je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine.